Dans l'un des restaurants les plus prestigieux de Lyon, où seuls les fortunés et les puissants se rassemblent, un homme arrogant pensait pouvoir humilier une serveuse en commandant dans une langue étrangère compliquée. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'Élise Moreau, 27 ans, était une ancienne doctorante en linguistique de la Sorbonne qui avait abandonné ses études pour soigner son père malade. Quand Sébastien Durand, 35 ans, gestionnaire de fonds spéculatifs millionnaire, a tenté de la ridiculiser devant sa compagne en utilisant un italien archaïque, il ne s'attendait pas à ce qu'elle lui réponde dans un italien parfait, le corrigeant avec l'élégance d'une professeure d'université. L'histoire extraordinaire de comment l'arrogance aveugle a rencontré son maître dans les mains expertes d'une femme qui avait sacrifié sa brillante carrière académique pour l'amour filial. Une leçon magistrale sur le fait que l'éducation ne se mesure pas aux vêtements qu'on porte ou au restaurant où l'on dîne, mais à la richesse de l'esprit et à la noblesse du caractère. Quand Sébastien a découvert qui était vraiment cette simple serveuse, sa vision du monde s'est écroulée comme un château de cartes. Si vous êtes prêts pour cette histoire qui prouve que l'intelligence et la dignité triomphent toujours de l'argent mal utilisé, écrivez en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. Passons maintenant à l'histoire. Élise Moreau ajusta le badge sur son gilet noir, baissa les yeux vers ses chaussures usées et sentit le regard méprisant de Sébastien Durand se poser sur elle. Pour cet homme assis près de la fenêtre du restaurant le plus exclusif de Lyon, elle n'était pas un être humain avec une histoire ou des rêves. Elle n'était qu'une figurante dans sa propre mise en scène de richesse et de domination. Il croyait sincèrement qu'il pourrait la priver de sa dignité en passant à un Italien archaïque obscur devant sa compagne. Sébastien se prenait pour l'esprit le plus brillant de la salle, mais il ne savait pas que la jeune femme qui tenait son menu était bien plus qu'une simple serveuse. Les quelques mots qu'elle s'apprêtait à prononcer allaient non seulement faire taire toute la table, mais ébranler les fondements de toute sa vie. Pour Élise, ce vendredi soir à 20h15 sentait surtout l'épuisement et le goût métallique du stress. Elle ajusta la taille de son pantalon noir, trop grand d'une taille et tenu seulement par une épingle de sûreté sous son tablier impeccablement blanc. Le pavillon d'or était de la fierté de Lyon, un lieu pour l'ancien argent et la nouvelle élite financière. Mais Élise ne ressentait que la douleur lancinante dans la voûte plantaire de son pied gauche. Elle était debout depuis 9 heures, et ses chaussures de travail bon marché commençaient lentement à se désintégrer, tandis que les verres en cristal tintaient et que le murmure sourd de conversation qui coûtait plus à la minute qu'Élise ne gagnait en une semaine remplissait la salle. Elle fut vertement réprimandée par Clément Marchand, le directeur du restaurant. Clément était un homme qui considérait la sueur comme un signe d'incompétence et essuyait justement une tache imaginaire d'une carte des vins reliée de cuir. Table 4 a besoin d'eau. Table 7 veut renvoyer le bar car il a l'air triste, paraît-il. Bougez-vous, Moreau, lui siffla-t-il. Élise hocha brièvement la tête, garda la tête baissée et saisit une carafe d'eau glacée, ignorant la brûlure dans ses jambes. À 27 ans, elle était pour les clients du pavillon d'or une silhouette en noir et blanc, une main qui resservait du vin et un objet sur lequel on pouvait décharger sa frustration. Personne ne voyait les cernes sombres qu'elle cachait péniblement avec un correcteur bon marché de pharmacie. Personne ne savait qu'Élise avait été, il y a 3 ans, doctorante en linguistique comparée à la Sorbonne à Paris, l'un des esprits les plus brillants de sa promotion. Tout avait changé avec un seul coup de téléphone. L'accident, l'AVC de son père, les factures médicales qui engloutissaient ses économies comme un trou noir. Elle avait quitté Paris du jour au lendemain et échangé la bibliothèque contre le plateau pour placer son père dans un établissement de soins. « Moreau !» aboya à nouveau Clément. « VIP à la table 1. Meilleure vue, ne gâchez pas ça. » Élise regarda vers la lourde porte en chêne où Klaus, un jeune apprenti timide, s'inclina profondément quand un couple entra dans le restaurant. L'homme marchait devant, ce qui révélait déjà à Élise tout ce qu'elle devait savoir sur lui. Il portait un costume sur mesure bleu marine qui serrait un peu trop aux épaules, comme s'il voulait souligner sa forme physique de salle de sport. Son visage était séduisant,
comme sur la couverture d'un magazine, mais ses traits semblaient cruels, tandis que ses yeux parcoururent la salle à la recherche d'admirateurs. C'était Sébastien Durand, gestionnaire de fonds spéculatifs qui avait récemment fait parler de lui moins par ses rendements que par ses opas hostiles agressives. Derrière lui suivait une femme en robe rouge profond qui semblait préférer être n'importe où ailleurs dans le monde. C'était Clara, et ses bras croisés en disaient long sur son malaise. Élise respira profondément et lissa son tablier, se disant qu'elle devait juste survivre à ce service car le mardi, le loyer était dû et son père avait besoin de sa kinésithérapie. Elle s'approcha de la table, son visage figé en ce masque de politesse servile qu'elle portait comme une armure. « Bonsoir, dit-elle d'une voix douce et professionnelle. Bienvenue au pavillon d'or. Je m'appelle Élise et je vais m'occuper de vous ce soir. » Sébastien ne leva même pas les yeux. Il était occupé à inspecter l'argenterie et tenait une fourchette contre la lumière pour chercher des taches d'eau. « Eau gazeuse, dit-il à la fourchette, et apportez la carte des vins, la liste de réserve, pas celle pour les touristes. » Élise garda son calme et se tourna vers la jeune femme. « Et pour madame ?» Clara lui offrit un petit sourire d'excuse et demanda de l'eau plate. Quand Élise s'apprêta à se retourner, Sébastien leva enfin le regard, mais il ne la regarda pas dans les yeux. Son regard parcourut ses chaussures bon marché jusqu'à ses mains rougies par la manipulation d'assiettes chaudes. Un sourire narquois se dessina sur ses lèvres. Il avait immédiatement fixé son statut dans la hiérarchie de son monde à zéro. « Attendez !» lui cria-t-il, assez fort pour que les tables voisines puissent l'entendre. « Assurez-vous que les verres soient vraiment propres cette fois. La dernière fois, le cristal était terne. C'est si difficile de trouver du bon personnel de nos jours, n'est-ce que pas ?» Élise sentit la chaleur monter dans sa nuque, mais se força à rester impassible. « Je vérifierai personnellement les verres, monsieur, » répondit-elle brièvement. D'un geste désinvolte, comme s'il chassait une mouche gênante, il la congédia. Pendant qu'Élise s'éloignait, elle entendit son rire sec et aboyant. Il se pencha vers Clara et dit « Il faut être strict avec eux, Clara, sinon ils vous marchent sur les pieds. C'est une dynamique de pouvoir que tu ne comprends pas. » À la station de service, les mains d'Élise tremblèrent légèrement, tandis qu'elle s'accrochait au comptoir. Tania, la barmaid, polissait un verre et lui murmura « C'est un cauchemar. La dernière fois, il n'a donné que 5% de pourboire et a essayé de faire virer le voiturier parce qu'il pleuvait. »« Je peux gérer, » répondit Élise avec détermination, bien qu'un nœud d'angoisse se formât dans son estomac. Elle avait déjà eu affaire à des clients impolis, mais dans les yeux de Sébastien Durand, il y avait un éclat prédateur qui suggérait qu'il s'ennuyait. Et les hommes ennuyés comme lui adoraient jouer avec les gens qu'ils considéraient comme inférieurs. 20 minutes plus tard, l'atmosphère à la table 1 était passée de tendue à suffocante. Élise servait les entrées, équilibrant parfaitement le lourd plateau malgré les douleurs dans son dos. Elle posa le foie gras devant Sébastien et la salade lyonnaise devant Clara. « Bon appétit !» murmura-t-elle en se préparant à servir le vin. Un Château Margaux 2015, une bouteille qui coûtait plus que les soins mensuels de son père. Mais Sébastien l'arrêta d'un geste impérieux, fit tourner le vin dans son verre et le renifla théâtralement. « Le vin bouchonne », annonça-t-il bruyamment. Élise s'arrêta, elle s'y connaissait en vin et avait vérifié le bouchon elle-même à la station. Il était impeccable. « Je suis désolée, monsieur, » dit-elle doucement. « Je l'ai ouvert moi-même il y a quelques instants. Peut-être a-t-il juste besoin d'un moment pour s'aérer. » Sébastien frappa sa main si fort sur la table que l'argenterie cliqueta et que tout le restaurant se tut pendant un battement de cœur. Clara sursauta. « Voulez-vous discuter avec moi ?» demanda Sébastien, sa voix montant d'une octave. « J'ai dit qu'il bouchonnait. Savez-vous seulement qui je suis? Je n'ai pas besoin d'une serveuse avec... C'est quoi cet accent d'ailleurs? Qui veuille m'expliquer le Bordeaux. » Il ne se plaignait pas seulement, il donnait un spectacle pour prouver sa dominance devant Clara. Élise sentit la pression, mais répondit avec sang-froid « Je vais immédiatement chercher le sommelier, monsieur. » Sébastien sourit cruellement. « N'embêtez pas le sommelier. Il a des tables plus importantes. Reprenez ça et apportez-moi la carte. » L'appétit pour ce foie gras caoutchouteux m'est passé. Dans la cuisine, Hans, le chef, regarda avec stupéfaction le plat renvoyé.
Caoutchouteux, cet homme est un ignorant. La texture est parfaite, râla-t-il. Élise s'appuya contre le plan de travail en acier inoxydable, épuisé. Il veut une réaction, Hans. Ne lui en donnez pas. Mais Hans l'avertit gravement. Marchand observe, si Durand fait un scandale, Marchand te virera pour sauver la face de la maison. On sait tous comment ça marche. Élise hocha lourdement la tête. Elle ne pouvait pas perdre ce travail. Elle avait besoin de l'argent pour les médicaments de son père. Armée de nouvelles cartes, elle retourna à la table. Sébastien semblait visiblement satisfait de lui-même, tandis que Clara avait l'air misérable et murmurait silencieusement « Je suis désolé » à Élise quand Sébastien regardait sa montre. « Vous savez » commença Sébastien sans regarder la carte, tout en fixant directement Élise. « J'ai envie de quelque chose d'authentique. Lire ces descriptions françaises est si ennuyeux. Il manque l'âme du plat. » Il sourit avec suffisance. « Dites-moi, parlez-vous italien? C'est un restaurant raffiné, non? Ou votre connaissance se limite-t-elle à bonjour et baguette ?» Élise se mordit l'intérieur de la joue. « Je peux vous aider avec toutes les questions sur la carte, monsieur, » répondit-elle calmement. Sébastien rit et se tourna vers Clara. « Regarde ça, chérie, on reconnaît la qualité d'un établissement à l'éducation du personnel. » Puis il se retourna vers Élise, ses yeux pétillants de malice, et changea de langue. Il ne parlait pas simplement italien. Il utilisait une version artificiellement rapide, exagérément précieuse et archaïque de la langue, parsemée d'argot qu'il avait probablement ramassé lors d'un semestre à l'étranger ou chez un tuteur prétentieux. Il essayait délibérément d'être difficile. « Écoute-moi, petite, » railla-t-il en italien. « Je veux le canard, mais seulement si la peau est croustillante comme du verre. Et apportez-moi un autre vin qui ne goûte pas le vinaigre. Tu comprends ça? Ou mon rythme est-il trop rapide pour ton petit cerveau? » Il se pencha en arrière et attendit son regard confus, son bégaiement, pour pouvoir demander le manager. Clara regardait honteusement le sol, tandis que le silence à la table devenait presque palpable. Élise resta parfaitement immobile. Les bruits du restaurant semblèrent reculer au loin, tandis qu'elle regardait Sébastien Durand, un homme qui croyait que l'argent pouvait acheter l'intelligence et qu'un costume conférait de la classe. Dans son esprit clignotèrent les amphithéâtres de la Sorbonne, sa thèse sur l'évolution des dialectes aristocratiques dans l'Italie du XVIIIe siècle, les longues nuits passées dans les cafés parisiens à débattre de philosophie avec des professeurs. L'épuisement dans ses pieds sembla s'évaporer, remplacé par une clarté froide et tranchante. Il voulait un spectacle, il allait en avoir un. Elle ne prit pas son carnet, elle n'appela pas Marchand. Elle se contenta de joindre les mains devant son tablier, inclina légèrement la tête et le fixa d'un regard qui le troubla visiblement. Quand elle ouvrit la bouche, toute son attitude avait changé. La voix plate et soumise de la serveuse avait disparu. À sa place émergea le son riche et résonnant d'une femme qui avait passé des années à défendre des thèses complexes devant des universitaires. Elle lui répondit en italien, mais ce n'était pas l'italien brisé qui l'attendait. C'était un italien exquis, fluide, milanaise parfait, articulé avec une précision qui faisait ressembler la tentative de Sébastien au pianotement d'un enfant sur un piano. « Monsieur » commença-t-elle, sa voix portant facilement au-dessus du murmure de la salle. « Si vous essayez de m'impressionner avec l'imparfait du subjonctif, je suggère que vous révisiez d'abord vos conjugaisons. Votre souhait concernant le canard est noté, bien que la comparaison de la peau au verre soit une métaphore quelque peu maladroite, habituellement réservée à la mauvaise poésie du XIXe siècle. » Sébastien se figea, sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. Il ne comprenait peut-être que la moitié de ce qu'elle disait, mais le ton d'indéniable supériorité intellectuelle était universel. Élise n'avait pas fini. Elle tourna son regard vers le verre de vin refusé, son expression passant à une mine académique compatissante. « Quant au vin, ce n'est pas du vinaigre. C'est un Château Margaux 2015. L'acidité que vous percevez est la signature de jeunes tanins qui nécessitent un palais éduqué pour être apprécié. Si c'est trop complexe pour vous, je vous apporte volontiers un merlot doux, quelque chose de plus simple qui correspondra mieux à votre goût. » Le silence qui suivit fut absolu. À la table voisine, un monsieur âgé aux cheveux argentés baissa son journal et même Clément Marchand s'arrêta à 2 mètres de distance,
sentant la secousse dans le champ de force de la salle à manger. Le visage de Sébastien vira au rouge profond. Il semblait comme si on venait de lui donner une gifle retentissante. Le script avait été réécrit. Il était le maître, elle la servante. Mais en 30 secondes, elle l'avait déshabillé avec exactement l'arme qu'il voulait utiliser contre elle. La langue. Il ouvrit la bouche pour répliquer, pour la faire virer. Mais les mots italiens lui manquaient, et revenir au français aurait été un aveu de défaite. Puis un petit gloussement brisa la tension. Il venait de Clara, qui se couvrit immédiatement la bouche de la main, mais le mal était fait. Clara regarda Sébastien, puis Élise, et pour la première fois de la soirée, ses yeux semblèrent vivants. Elle ne voyait plus une serveuse devant elle. Elle voyait une héroïne. Élise lui offrit un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, un sourire terriblement poli. Sans effort, elle revint au français. « Je vais commander le canard pour vous, monsieur, et je vous apporte le merlot. Je pense qu'il vous sera considérablement plus facile. » Avec un hochement de tête vers Clara, elle se détourna. Elle ne s'enfuit pas. Elle marcha tête haute, le plateau fermement sous le bras, tandis que l'esprit de son Italien parfait flottait dans l'air comme de la fumée. Mais quand elle atteignit le couloir de service sûr, l'adrénaline la quitta brusquement. Ses genoux cédèrent et elle dut s'accrocher au comptoir en granit, tandis que sa respiration venait par saccades courtes et hachées. Ses mains tremblaient si fort que les verres vides sur son plateau cliquetaient. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» lui traversa l'esprit. Elle venait d'insulter un VIP, d'humilier un homme qui pourrait acheter tout l'immeuble. Elle allait être virée, elle allait perdre l'appartement. Les médicaments de son père... La réalité de sa précarité financière revint plus froide et plus dure que jamais. La fierté ne payait pas les factures. « Moreau !» gronda une voix derrière elle. C'était Clément Marchand. Élise ferma les yeux avant de se retourner. Clément était blême et regardait nerveusement vers la table 1 où Sébastien tapait agressivement sur son téléphone. « Qu'est-ce que vous lui avez dit ?» siffla Clément. « Il a commandé en italien et j'ai répondu en italien, » dit Élise d'une voix tremblante. « Je ne parle pas italien, Moreau, mais je reconnais le ton d'une insulte. Cet homme vaut des millions d'euros. » Marchand se passa la main dans ses cheveux clairsemés. « Vous avez un instinct suicidaire, » murmura-t-il. « Restez à l'arrière. N'allez plus à cette table. J'envoie Klaus. Si Durand demande à me parler, vous êtes fini. Vous comprenez? Je ne peux pas vous sauver s'il commence une guerre. » Élise hocha silencieusement et se retira dans la cuisine bruyante. La chaleur la frappa comme un coup physique. Les casseroles sifflaient, les chefs criaient des ordres. C'était un chaos honnête. Dans un coin près du lave-vaisselle, elle commença à polir les couverts pour se distraire. Tandis qu'elle frottait les taches d'eau du métal, ses pensées retournèrent 3 ans en arrière vers une vie qui semblait appartenir à une personne complètement différente. Pour comprendre pourquoi Élise Moreau, génie linguistique, polissait des couverts dans une cave lyonnaise, il fallait comprendre sa chute. Il y a 3 ans, elle était assise dans un café parisien, entourée de livres de Chomsky et Derrida. Elle avait 24 ans, une bourse complète et un avenir doré dans la recherche devant elle. On parlait déjà de bourses de recherche à Genève ou Tokyo. Elle parlait couramment 4 langues et pouvait lire 3 langues mortes. Puis vint l'appel de leur voisine de Château-Gontier. Son père Théodore Moreau, charpentier qui l'avait élevé seul après la mort de sa mère, était tombé d'une échelle. L'AVC avait été massif. Quand Élise arriva à l'hôpital, le pronostic était accablant. Il était paralysé du côté droit et souffrait d'aphasie. La plus cruelle des ironies pour l'homme qui avait travaillé dur pour que sa fille maîtrise la langue, tandis qu'il perdait maintenant la sienne. Les factures avaient été écrasantes. Théodore avait laissé son assurance périmée pour payer le vol d'Élise vers la France l'année précédente, et l'entreprise de construction refusait toute responsabilité. Le système de santé français offrait certes des soins de base, mais pour la rééducation neurologique spécialisée dont il avait besoin, les fonds n'étaient pas suffisants. Élise prit la décision en un battement de cœur. Elle abandonna ses études, vendit ses livres et déménagea avec lui à Lyon, où il y avait de meilleures cliniques qui demandaient cependant des participations astronomiques. Pour gagner l'argent rapidement, il ne restait que la gastronomie haut de gamme.
Si on faisait des doubles services et supportait les humiliations des riches, on pouvait gagner assez pour financer les soins. Elle vivait dans une chambre minuscule, mangeait des soupes instantanées et allait au travail à pied pour économiser l'argent du métro. Et ce soir, Sébastien Durand l'avait regardée et n'avait vu qu'un zéro. Élise frotta une fourchette si fort que ses jointures devinrent blanches. Sa colère était une pierre froide dans sa poitrine. Il ne s'agissait pas seulement de l'insulte, il s'agissait d'injustice. Sébastien n'avait probablement jamais travaillé physiquement un jour dans sa vie. Il ne faisait que déplacer des chiffres sur des écrans et détruisait des entreprises pour le plaisir. Une voix douce interrompit ses pensées. C'était Klaus, le jeune apprenti. Il avait l'air effrayé. « Qu'est-ce qui se passe, Klaus ?»« Table 1, couina-t-il. Le type, Monsieur Durand. Il demande le manager et toi, il dit que tu as volé sa carte de crédit. » Élise laissa tomber la fourchette. Elle claqua bruyamment sur la table en acier inoxydable. Il dit qu'il a laissé sa carte noire sur la table quand il est allé aux toilettes. Et maintenant, elle a disparu, bégaya Klaus. Il prétend que tu étais la seule près de la table. Il appelle la police, Élise. Élise sentit le sang quitter son visage. C'était un mensonge malveillant et calculé. Sébastien savait qu'il ne pouvait pas la faire virer pour une correction linguistique sans paraître faible lui-même. Mais le vol était une fin de carrière, un casier judiciaire. Si elle perdait son travail, son père serait expulsé de l'établissement de soins dans les 30 jours. Sébastien ne voulait plus seulement l'humilier. Il voulait détruire son existence. Où est Marchand demanda Élise en défaisant son tablier. Il est dehors et essaie de le calmer, mais Durand crie dans tout le restaurant. Tout le monde filme avec son téléphone. Élise ferma brièvement les yeux et pensa au visage de son père. Il lui avait appris à être forte et que la vérité était la seule chose qui comptait. Elle ne pouvait pas se cacher dans la cuisine, car cela ressemblerait à un aveu de culpabilité. « D'accord, » dit-elle d'une voix étonnamment ferme. Elle lissa ses cheveux, ajusta sa blouse et noua son tablier plus serré comme une armure. « J'y vais. » Elle poussa les portes battantes et retourna dans l'air frais et cristallin de la salle à manger. La scène était pire qu'elle ne l'avait imaginé. Sébastien Durand se tenait au milieu du restaurant, son visage déformé en un masque d'indignation vertueuse. Il pointait du doigt Marchand, qui semblait au bord de l'évanouissement. Clara était assise à la table, la tête dans les mains, visiblement honteuse. « Je veux qu'elle soit arrêtée » hurlait Sébastien, sa voix résonnant du plafond voûté. « Je laisse ma carte 2 minutes et le personnel s'offre un bonus. C'est une caverne d'Ali Baba ici. Je vais faire fermer cet endroit. » Quand il vit Hayes, un sourire prédateur brilla sur son visage. « La voilà, la voleuse. Fouillez-la. Elle l'a sûrement dans sa poche. » Tous les yeux du restaurant étaient fixés sur Élise. Les clients fortunés, les touristes, le personnel. Partout, des téléphones étaient levés pour capturer le spectacle. Élise avança calmement, sans prêter attention aux écrans ou à Marchand. Elle s'arrêta à 2 mètres de Sébastien. « Je n'ai pas pris votre carte, monsieur Durand, » dit-elle calmement. « Et vous le savez aussi. » Sébastien rit d'un rire laid. « Oh, je le sais. Vous êtes une serveuse. Vous êtes désespéré. J'ai vu vos chaussures. Je vous ai vu fixer ma montre. Les gens comme vous pensent toujours que le monde leur doit quelque chose parce qu'ils ont échoué dans la vie. » Il fit un pas plus près. « Videz vos poches maintenant, ou j'appelle la police et je vous fais emmener dans un fourgon. » La salle était silencieuse comme la mort, c'était l'abîme. Si elle vidait ses poches, elle se soumettait à son pouvoir. Si elle refusait, la police viendrait. Mais Sébastien avait, dans son arrogance, négligé une variable cruciale. Il avait supposé qu'Élise était seule parce qu'elle était serveuse. Mais à la table du coin 4, un endroit calme dans l'ombre, se leva maintenant un monsieur aux cheveux argentés. Il portait un costume en tweed qui semblait démodé, mais d'une valeur inestimable. Il avait siroté un seul verre de cognac pendant 1 heure et n'avait fait qu'observer. Il se dirigea vers le tumulte, non pas avec l'attitude agressive d'un Sébastien Durand, mais avec l'autorité calme et intimidante d'un homme à qui appartenait le sol sur lequel il se tenait. « Ça suffit maintenant, monsieur Durand », dit l'homme d'une voix profonde et grondante.
Sébastien se retourna. « Qui diable êtes-vous? Occupez-vous de vos affaires, Pépé. » Le monsieur âgé s'arrêta et regarda Sébastien avec une expression de profond ennui. Puis il regarda Élise et fit une petite révérence. « Je crois, dit l'homme en se retournant vers Sébastien, que c'est vous qui êtes confus. Et je crois que si vous vérifiez dans la poche intérieure de votre veste, la gauche, que vous touchez nerveusement depuis que vous vous êtes levé, vous trouverez votre carte de crédit. » Sébastien se figea, sa main tressaillit involontairement. « Vous êtes fou. »« Poste, madame, renifla-t-il, je ne l'ai pas mise dedans. »« Vérifiez, » ordonna le monsieur âgé. Ce n'était pas une suggestion, c'était un ordre. Sébastien hésita, mais la pression dans la salle avait changé. Avec un regard sombre, il fouilla dans sa poche intérieure gauche, fermement décidé à prouver le contraire au vieil homme. Mais son visage s'affaissa instantanément. Lentement, il sortit sa main et entre ses doigts, il tenait la carte noire en titane. Un murmure parcourut le restaurant. « Ah !» dit le monsieur âgé sèchement, « un miracle. Il semble que les lois de la physique se soient momentanément suspendues pour transporter la carte de la table dans votre poche. Ou peut-être êtes-vous simplement un menteur qui essaie de détruire la vie d'une femme qui travaille pour son plaisir. » Le visage de Sébastien devint rouge écarlate. « Je me suis trompé, c'était une erreur. »« Ce n'était pas une erreur, » dit Élise d'une voix glaciale. « C'était une tactique. » Sébastien regarda autour de lui. L'ambiance avait basculé. Les clients qui regardaient Élise avec méfiance quelques instants plus tôt regardaient maintenant Sébastien avec dégoût. « Le service ici est nul » cria Sébastien désespérément. « Je m'en vais. Clara, viens maintenant. » Il voulut saisir le bras de Clara, mais elle se leva, prit son sac et le regarda. « Non, dit-elle fermement, je ne vais nulle part avec toi. Tu es un monstre, Sébastien, un petit monstre insécure et pitoyable. » Elle se tourna vers Élise. « Je suis vraiment désolé pour tout. » Sébastien grogna. « En voiture, Clara. » Mais le monsieur âgé s'interposa entre eux deux. « Elle ne viendra pas avec vous. »« Vous voulez vous battre avec moi, vieil homme ?» se cabra Sébastien. L'étranger sourit. C'était le sourire d'un loup. « Je ne me batte pas, » dit-il calmement. « J'anéantis. Dites-moi, monsieur Durand, vous travaillez pour Durand Capital, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Oui, je suis le PDG. En quoi ça vous regarde? Mon nom est Philippe de Montclair, dit l'homme doucement. La couleur ne quitta pas seulement le visage de Sébastien, elle disparut complètement. Montclair, murmura-t-il, comme dans Montclair International. Exactement, dit Philippe. Nous sommes l'actionnaire majoritaire de la banque qui garantit votre fonds spéculatif. En fait, nous détenons environ 60% de vos dettes. Sébastien commença à trembler. Montclair International était un conglomérat européen légendaire. Les baleines qui mangeaient des requins comme Sébastien au petit déjeuner. Monsieur de Montclair, bégaya Sébastien, toute son attitude s'effondrant. Je ne savais pas, c'est un honneur. Taisez-vous, l'interrompit Philippe. Il sortit son téléphone. Je vais maintenant passer un coup de fil à mon conseil d'administration à Zurich. Je pense qu'il est temps d'exiger le remboursement de vos crédits. Tous. Ce soir. Non, allaita Sébastien, ça me ruinerait. Vous ne pouvez pas faire ça pour une dispute de dîner. Je peux le faire parce que votre caractère me déplaît, dit Philippe calmement, et je ne confie pas mon argent à un homme qui manque de caractère. Et maintenant disparaissez, et avant que je décide d'acheter cet immeuble et de vous expulser de votre propre appartement. Sébastien regarda une dernière fois autour de lui. Il était seul, vaincu et publiquement humilié. Sans un mot de plus, il s'enfuit du restaurant. La salle à manger éclata en applaudissements, mais Élise les entendait à peine. Elle fixait Philippe de Montclair, dont le nom faisait sonner une cloche dans sa mémoire, non pas du monde financier, mais de son passé. Montclair International, la Fondation Montclair, la plus grande organisation de financement pour la linguistique en Europe. Philippe la regarda, ses yeux pétillant amicalement. « Vous êtes Élise Moreau, n'est-ce pas, celle qui a écrit la thèse sur les mutations sémantiques dans la France post-révolutionnaire ?» La bouche d'Élise s'ouvrit. « Vous avez lu mon travail ?» Philippe sourit. « Lu, mon enfant ? J'étais dans le comité qui voulait vous accorder la bourse de Genève,
Avant que vous ne disparaissiez sans laisser de traces, je vous cherche depuis 3 ans. Clément Marchand, qui aurait jeté Élise au loup quelques instants plus tôt, se matérialisa soudain à ses côtés, son visage un masque de sueur et de servilité. « Élise, mon Dieu, c'était incroyable. Je n'avais aucune idée que vous connaissiez Monsieur de Montclair. Pourquoi n'avez-vous rien dit? Nous aurions tout géré différemment. » Élise le regarda lentement et le reconnut pour ce qu'il était. Une girouette qui se tournait toujours selon le vent du pouvoir. « Vous vouliez me virer, Clément, » dit-elle doucement. « Vous vouliez laisser la police m'emmener. »« Non, non, je voulais juste désamorcer, » bégaya-t-il. « Mais écoutez, prenez le reste de la soirée. Payez, prenez toute la semaine. »« Partez, monsieur Marchand, » trancha la voix profonde de Philippe. Il avait fait signe vers la chaise libre en face de la table 4. « Mademoiselle Moreau, asseyez-vous s'il vous plaît. Vous avez été debout beaucoup trop longtemps et nous avons beaucoup à discuter. »« Je ne peux pas m'asseoir avec un client, » dit automatiquement Élise, les règles de l'industrie de service profondément ancrées en elle. Philippe regarda Marchand. « Je rachète les dettes de ce restaurant demain. Je pense que je peux établir les règles. » Marchand s'éloigna comme un crabe effarouché. Élise défit son tablier. C'était comme si elle se débarrassait d'une vieille peau. Elle s'assit. Avant que Philippe puisse parler, une ombre tomba sur la table. C'était Clara. Elle semblait bouleversée, son maquillage légèrement coulé, mais elle paraissait plus humaine qu'auparavant. « Je voulais juste dire, » commença Clara d'une voix brisée. « Merci et je suis désolée, j'aurais dû dire quelque chose plus tôt quand il se moquait de votre italien. J'avais juste peur de lui. » Élise regarda Clara et reconnut une femme qui avait été prise dans l'orbite d'un narcissique. « Vous n'avez pas besoin de vous excuser, » dit Élise. « C'est un tyran, les tyrans font peur à tout le monde. » Clara hocha, déposa une pile de billets et une serviette avec un numéro sur la table. « Ce n'est pas un pourboire, c'est des excuses. Mon père possède une galerie. Si vous voulez jamais un travail où vous n'avez pas à servir des idiots, appelez-moi. » Puis elle quitta le restaurant la tête haute. Une rareté, musa Philippe en regardant partir Clara. Le caractère se trouve souvent dans les moments les plus inattendus. Puis il porta toute son attention sur Élise. « Maintenant, Élise, parlons de la Sorbonne. » Élise but une gorgée d'eau. « C'est du passé, monsieur de Montclair. »« 3 ans ne sont pas longtemps, » la corrigea-t-il. « Pas pour un esprit comme le vôtre. Savez-vous pourquoi je me souviens de votre nom? » Il y avait des centaines d'étudiants, mais une seule qui écrivait sur l'architecture sémantique du silence. « Je suis financier, mais linguiste par passion. Ma fondation finance 40% des bourses de recherche en Europe. Votre travail était audacieux, brillant. Et puis vous avez disparu. » Élise baissa les yeux vers ses mains. La honte de sa pauvreté la submergea à nouveau. « Je ne pouvais pas rester. Mon père, il a eu un AVC. Je devais revenir. Les factures étaient impayables. » Philippe hocha lentement. Il n'offrit pas de pitié, mais de la compréhension. « Et donc, vous êtes venu à Lyon pour gagner de l'argent rapidement. L'établissement de soins coûte 6 000 € par mois, n'est-ce pas? C'est pas 7 200 avec les médicaments, » murmura Élise. « Je n'avais pas le choix. Je devais échanger la bibliothèque contre le plateau. » Philippe se pencha vers l'avant. « Vous avez sacrifié votre avenir pour son présent. C'est noble, Élise, mais c'est une tragédie pour le monde académique. Un esprit comme le vôtre ne devrait pas se préoccuper de bouchons de vin et de gestionnaires de fonds arrogants. »« C'est ma vie maintenant, » dit Élise en essayant de paraître forte. Philippe haussa un sourcil. « Vous survivez, mais vous ne vivez pas, et vous n'utilisez pas vos dons. » Il fouilla dans sa veste et sortit une carte de visite. Carton crème simple. La Fondation Montclair. « Élise, je ne suis pas venu à Lyon pour la nourriture. Nous ouvrons ici une nouvelle filiale. Nous numérisons et traduisons les lettres privées de l'aristocratie française et italienne du XVIIIe siècle. Des millions de documents. Nous avons besoin d'une directrice pour l'interprétation archivistique. » Élise fixa la carte. « Monsieur de Montclair, je ne peux pas partir. Mon père est ici dans un établissement et les emplois académiques, il ne peine pas assez pour ses soins. » Philippe sourit finement, prit un stylo et écrivit un chiffre au dos de la serviette que Clara avait laissée. Il la poussa vers elle.
C'était un salaire de base de 120 000 € par an. Élise arrêta de respirer. C'était le triple de ce qu'elle gagnait ici. En plus des avantages sociaux, ajouta Philippe, le groupe Montclair détient une participation majoritaire dans l'Institut Saint-Jacques de neurologie. Je peux faire transférer votre père là-bas d'ici lundi. C'est la meilleure clinique du pays, et les coûts seront entièrement couverts par l'assurance de la Fondation. Il aura la meilleure thérapie au monde. Des larmes montèrent aux yeux d'Élise. Pourquoi faisait-il cela? Parce que vous avez tenu tête aujourd'hui à un homme qui pensait que son argent faisait de lui un dieu, dit Philippe. Vous avez utilisé votre esprit comme une épée. J'investis dans les gens, Élise, et je parie sur vous. 6 mois plus tard, la bibliothèque de la Fondation Montclair à Lyon était un refuge de silence et de lumière. Les rayons de soleil dansaient à travers les hautes fenêtres, illuminant des rangées de manuscrits anciens reliés de cuir. Élise Moreau était assise à un grand bureau en acajou, portait un blazer parfaitement ajusté et des chaussures qui ne faisaient pas mal. Elle examinait justement une lettre fanée de 1794 avec une loupe. « Directrice Moreau », interrompit son assistant David sa concentration. « Les traductions pour les lettres Borselli sont prêtes pour votre révision et vous avez une visite dans le hall. Il dit qu'il vous connaît. » Élise fronça les sourcils. « Un nom ? » « Non, mais il est en fauteuil roulant et accompagné d'une infirmière. » Le cœur d'Élise fit un bond. Elle quitta rapidement son bureau, traversa le couloir en hâte et entra dans le hall vitré. Là, dans un fauteuil électrique moderne, était assis Théodore Moreau. Il avait l'air complètement transformé. La pâleur grise de l'ancien établissement avait cédé la place à un teint sain. À côté de lui se tenait Maria, une infirmière de l'Institut Saint-Jacques. « Papa !» cria Élise en s'approchant de lui. « Tout va bien? C'est une urgence ?» Théodore la regarda. Ses yeux, autrefois troubles de confusion, étaient maintenant clairs et éveillés. Il leva sa main gauche et chercha celle de sa fille. Il inspira profondément, les muscles de son visage travaillant dur sous les années d'entraînement intensif. « Élise !» croissa-t-il, le mot était rugueux, mais il était distinct. Élise se figea. C'était la première fois depuis 3 ans qu'elle entendait son nom de sa bouche. « Papa !» Des larmes jaillirent dans ses yeux. Théodore serra sa main fermement. Il regarda autour de lui dans le hall somptueux, vit les colonnes de marbre, les livres et la vie que sa fille avait reconquise. Puis il la regarda à nouveau. « Fier, dit-il péniblement, si fier. » Élise tomba à genoux et l'entoura de ses bras, enfouissant son visage contre son épaule. Elle ne pleurait pas d'épuisement ou de peur, mais d'une joie si pure qu'elle faisait presque mal. Elle avait retrouvé sa vie. Elle avait retrouvé son père, et quelque part dans la ville, Sébastien Durand criait probablement après un serveur ou regardait désespérément ses actions chuter, toujours à la recherche d'un sentiment de valeur qu'il ne trouverait jamais. Il avait peut-être ses millions, mais Élise avait les mots, et comme elle l'avait prouvé cette nuit-là au pavillon d'or, les mots étaient la seule chose qui avait vraiment de la constance. La rencontre avec Sébastien Durand était plus qu'une simple dispute sur le vin et l'italien. C'était le moment où la justice a trouvé son chemin. Elle nous rappelle que la vraie classe n'a rien à voir avec le prix d'un costume ou l'épaisseur d'une carte de crédit. La vraie classe, c'est l'intégrité qu'on montre quand on croit que personne ne regarde et la force qu'on prouve quand on défend ce qui est juste. Sébastien Durand a dû apprendre à la dure qu'on ne juge jamais un livre à sa couverture, surtout quand ce livre peut vous déchiffrer dans 3 langues différentes. Élise n'avait pas seulement gagné un argument, elle avait réclamé sa destinée. L'histoire d'Élise et de son père nous enseigne que la vie nous mène souvent sur des chemins que nous n'avons pas choisis. Mais comment nous marchons sur ces chemins définit notre âme. En vieillissant, nous regardons souvent en arrière et reconnaissons que les épreuves les plus dures, les nuits d'épuisement, les sacrifices pour les êtres aimés, étaient ces moments où notre caractère se forgeait. L'éducation n'est pas un privilège de titre, mais une richesse de l'esprit qui ne peut jamais nous être enlevée, même si nous sommes forcés de porter des plateaux ou de polir des couverts. Le traitement digne les uns des autres, indépendamment du statut et de l'origine, est le fondement de toute société civilisée. En vieillissant, nous comprenons que l'argent n'est qu'un outil, mais le caractère, le capital du cœur. La victoire d'Élise n'était pas une victoire de vengeance, mais une victoire de vérité.
Elle montre que la connaissance et le pouvoir, mais avec le sentiment et l'honnêteté, sont les vraies clés d'une vie épanouie. Que cette histoire nous rappelle de traiter chaque personne avec respect, car nous ne savons jamais quelle bataille elle mène en silence ou quelle sagesse se cache derrière un simple tablier. Si cette histoire de dignité intellectuelle et de rédemption vous a touché, elle nous rappelle que l'éducation véritable réside dans l'esprit, pas dans l'apparence. Élise et son père nous ont enseigné que les sacrifices d'amour forgent les plus beaux caractères et que la connaissance est une arme plus puissante que l'argent mal utilisé. Abonnez-vous pour plus d'histoires qui célèbrent l'intelligence, la persévérance familiale et le triomphe de la dignité humaine sur l'arrogance.